Bienvenue dans ce nouveau Réveil de Laura. Voilà, donc c'est un rendez-vous mensuel qu'on a lancé en 2021 maintenant donc au sein de l'agence d'urbanisme. L'idée, c'est simplement de partager avec vous des sujets d'actualité pour que on puisse tout simplement partager à la fois des études locales, nationales, qui peuvent enrichir nos connaissances territoriales et puis aussi échanger sur les solutions derrière qui peuvent être mises en place, phosphorer sur des sujets donnés. Donc là, on va s'intéresser aux déserts médicaux. Je vais vous proposer simplement une rapide mise en contexte pour qu'on soit tous au même niveau. Et puis derrière, je laisserai la parole à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des soucis de son ou si vous ne visualisez pas l'écran. Alors, pour vous rappeler un petit peu un contexte qui est national et à la fois local, en Vaucluse, on a une densité médicale qui se situe au-dessus de la moyenne française. Donc, notre moyenne française, elle est à peu près de 120 médecins pour 100 000 habitants. Donc, finalement, si on s'arrêtait à cette question de la densité médicale, on pourrait se dire qu'en Vaucluse, il n'y a pas de souci de déserts médicaux, ou tout du moins qu'on n'est pas l'un des territoires les plus concernés. On le voit bien là sur cette carte, par exemple, qui classe l'ensemble des départements selon leur positionnement en matière de densité médicale, que le Vaucluse est plutôt bien situé. On est dans le dernier, plutôt dans les 50% avec les densités les plus élevées et qui, en plus de ça, est entouré de territoires qui sont plutôt bien pourvus en médecins généralistes, rapportés bien évidemment à la population présente sur les territoires. Pour autant, c'est quand même un constat qui s'interroge et qui est très limité si on ne prend en compte que cet indicateur, puisque en Vaucluse, on a un vieillissement qui est très prononcé de la population. On a déjà plus de 30% qui a plus de 60 ans et on sait que c'est une proportion qui va s'accentuer dans les années à venir. C'est un constat qui est vrai à l'échelle nationale, mais qui est d'autant plus vrai en Vaucluse, puisqu'on a une évolution qui est encore plus forte que dans la moyenne territoriale française. On a en plus de ça, en Vaucluse, un nombre de médecins généralistes et de spécialistes qui diminue. C'est-à-dire qu'on a pu observer sur les 10 dernières années, globalement, un peu plus, 19% en moins de médecins généralistes et 14% en moins de spécialistes. Ce qui est d'autant plus problématique, c'est que sur la période récente, on observe finalement un petit regain en France. Ce n'est pas un regain extrêmement important, mais tout du moins, on a ce regain. Il ne s'observe pas sur le Vaucluse où on a encore une baisse qui se poursuit, puisqu'on a moins 3% de médecins entre 2021 donc, et 2022, les dernières données qu'on a à notre disposition. Et dernier indicateur, c'est intéressant à avoir en tête, c'est que notre territoire a des médecins très vieillissants. C'est-à-dire qu'on a une moyenne proche de 60 ans sur le Vaucluse, alors qu'on a une moyenne à peu près d'approximativement de 57 ans en France. Ça s'explique aussi notamment qu'on a une part de médecins retraités actifs qui est bien supérieure en Vaucluse que ce qu'on va observer à l'échelle de la France. On a près de 20% de nos médecins, en fait, qui sont retraités, mais qui restent en activité sur notre territoire. Donc, pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce contexte qui nous a, nous, questionné tout du moins, on vous propose deux présentations. Une première qui va venir creuser cette situation du désert médicaux en Vaucluse en se focalisant sur le cas des généralistes. Donc, c'est Cyril Jean Grandpierre, qui est enseignant-chercheur à l'UMR Espace de l'Université d'Avignon, qui va nous faire cette présentation. Et puis, on aura par la suite une présentation de Guillaume Chevillard, qui est chargé de recherche à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, qui va nous partager des mesures finalement qu'on pourrait mettre en place pour faire face à ces déserts médicaux. Ce que je vous propose, c'est que comme ces deux présentations sont parfaitement complémentaires, c'est que si vous avez des questions au fur et à mesure de ces présentations, de ne pas hésiter à nous les mettre dans le fil de discussion et on prendra un temps bien évidemment plus important de questions-réponses à la fin de ces deux présentations. Je pense que c'est nécessaire qu'on les enchaîne tout simplement parce que, à mon avis, vous allez avoir des réponses à vos interrogations dans cette deuxième partie. Donc voilà, donc je vous propose qu'on fasse ces deux présentations et puis ensuite, n'hésitez pas à poser au fil de l'eau, par contre, vos questions au sein de notre chat qui est à votre disposition pour cela. Je laisse maintenant la parole à Cyril pour cette présentation donc, de l'état des lieux en Vaucluse des déserts médicaux. Eh bien, merci. Alors, je vais... C'est bon? Est-ce que tout le monde voit la... C'est parfait. Alors, je suis Cyril Jean Grandpierre, je suis géographe à l'Université d'Avignon et au laboratoire UMR Espace. Et ce travail que je vais vous présenter, ce n'est pas moi qui l'ai fait, enfin, ou en partie, c'est le travail issu d'un mémoire de Master 1 d'une étudiante qui s'appelle Fatou Diouf. Donc, c'est le Master Géoterre qui s'appelle Géomatique et Conduite
de projets territoriaux, et c'est un travail qui avait été fait à la demande de l'ORAV. J'en profite pour faire un peu de publicité. Si vous avez des sujets de mémoire à proposer pour des étudiants de Master 1 ou de stage pour de Master 2, il suffit de taper Jean Grandpierre sur Internet et vous avez mes coordonnées. C'est des sujets qui sont des travaux qui sont gratuits, qui se font entre septembre, la rentrée universitaire, et qui sont soutenus en juin en général. Alors, donc, c'est pas un travail, c'est pas une thèse de géographie, c'est juste un travail de Master 1 qui portait sur cette question des déserts médicaux en Vaucluse. Alors, les déserts médicaux, il n'y a pas de définition précise, chacun peut l'entendre comme il veut. Il n'y a pas un critère qui dirait, ben voilà, il faut qu'il n'y ait pas de médecin à moins de tant de mètres ou tant de kilomètres. C'est quoi un désert médical? C'est simplement, on pourrait dire, la difficulté d'avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste. Puisque dans ce cas-là, on va se focaliser sur les médecins généralistes. Les causes, vous les connaissez, numerus clausus depuis très longtemps, même s'il a été révoqué. Une population croissante et vieillissante, comme ça a été dit, donc il y a une demande qui est plus importante. Des difficultés qui peuvent être liées à la localisation, soit de la population, soit des médecins, et donc qui posent des problèmes d'accessibilité. Puis ensuite, il y a des difficultés, une fois qu'on a un médecin, à pouvoir prendre effectivement un rendez-vous, parce qu'il faut bien qu'il veuille bien vous prendre comme patient. Donc, les questions qu'on a posées dans ce travail de mémoire de Master 1, c'était, il y avait où sont les médecins? Et donc, on a essayé de calculer l'accessibilité théorique, c'est-à-dire qui peut accéder à quel médecin généraliste, depuis où et en combien de temps, avec différents modes de transport, à pied, en voiture. Et puis, il y a l'accessibilité réelle. Et là, c'est là où il y a un travail qui est plus fin que ce qu'on peut trouver dans les grandes bases de données nationales. C'est effectivement aller connaître les médecins qui effectivement prennent les nouveaux patients. La méthode, eh bien, on a utilisé une base de données de l'adresse 2007 qui nous a été fournie par l'Agence d'urbanisme d'Avignon et on a géolocalisé les médecins à l'adresse, c'est-à-dire qu'on a l'adresse des médecins, on a pu les mettre effectivement là où ils sont grâce au système d'information géographique. Et puis, on a calculé des accessibilités en utilisant la population carroyée de l'INSEE. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ça. Donc, c'est la population dans des mailles de 1 km de côté. Donc, c'est beaucoup plus précis qu'à la commune puisqu'on a des petits carreaux où on connaît la population qui est dans chaque petit carreau. On a calculé ces accessibilités avec donc, un système d'information géographique en voiture et à pied. Par exemple, sur la carte de droite, vous avez ce qu'on appelle les isochrones ou les isolignes. Là, c'est en bleu, c'est toutes les portions du territoire vauclusien qui sont à moins de 3 km d'un médecin généraliste. Et donc, les points sur la carte de gauche, c'est les points qui représentent donc, les centroïdes des carreaux où il y a de la population, ces carreaux d'1 kilomètre de côté. Pour savoir qui prenait effectivement des nouveaux patients, il n'y a pas d'autre moyen que de faire une enquête. Donc, au total, on a recensé 444 médecins. Je le dis, je crois que je le redis après. Vous verrez qu'il y a des différences de chiffres entre les chiffres qui ont été cités tout à l'heure par Anne-Lise, entre ceux de notre enquête et ceux de l'Observatoire des territoires, parce que ce n'est pas toujours exactement les mêmes dates, et aussi parce que la base de l'adresse, l'étudiante l'a pris dans le détail, il y avait, je ne sais plus, 1000 et quelques enregistrements, mais il y a beaucoup de doubles comptes, des gens qui sont comptés 2 fois, ou bien il y a des doublons, donc il y a un gros travail, il y a un travail de nettoyage de la base avant pour vraiment avoir les vrais médecins, ce qui est le cas ici. Donc, on a fait une enquête téléphonique auprès de tous les médecins qu'on a gardés au final dans cette base, c'est-à-dire les 444, pour savoir s'ils prennent des nouveaux patients, quel est leur âge, quand ils vont partir en retraite, et le cas échéant, on leur a posé la question s'ils ont déjà un remplaçant qui est connu. Alors, les résultats, donc, pour les taux d'équipement et l'accessibilité, on voit que dans le Vaucluse, il y a 70 communes qui n'ont pas de médecin. Mais comme ça a été dit préalablement, la région est plutôt mieux pourvue que la moyenne nationale. C'est ce que j'ai remis. Ici, c'est une source nationale, l'Observatoire des territoires, avec des différences avec la base d'adresse. On a ici en France, d'après l'Observatoire des territoires, 1096 médecins par habitant, habitants par médecin, pardon. Et PACA, c'est le maximum régional. Par contre, et le minimum, c'est le centre Val-de-Loire. Et on voit qu'on a aussi des variations à l'échelle départementale, de 714 dans les Hautes-Alpes à 1466 dans l'Ain. Le Vaucluse étant le moins bien loti des départements de la région, le mieux loti étant les Bouches-du-Rhône. Voilà. Puisque plus le chiffre est petit, moins on a d'habitants par médecin. Si je reprends maintenant les données de l'adresse et donc les données qui ont été triées par l'étudiante, on obtient 1326 habitants par médecin et non pas 1081 pour le Vaucluse.
Donc, les bases nationales ont tendance à surestimer le nombre de médecins. Et avec des situations, comme je l'ai dit, très variables et très problématiques. Par exemple, au Thor, mais je crois que depuis que le travail a été fait, il y a un médecin qui s'est installé au Thor, où on a à la commune jusqu'à 8000, plus de 8000 personnes pour un seul médecin. Cette variation, elle s'observe aussi à l'échelle des intercommunalités. Si d'un rapport de 1 à 2, entre, je ne sais pas, par exemple, Vaison-Ventoux et puis l'enclave des Papes, on a de 900 habitants par médecin à plus de 2200 pour l'enclave des Papes ou bien Ventoux Sud. Et donc, il y a une très forte différenciation spatiale dans la répartition des médecins, dans le taux d'équipement à la commune ou à l'intercommunalité. Alors, ces taux d'équipement, c'est ce qu'on utilise en général classiquement parce que c'est assez facile à faire. Il suffit d'avoir une colonne avec la population et le nombre de médecins par commune ou par intercommunalité. On fait la décision, on fait la division et on est bon. Mais ça qualifie assez mal à l'échelle fine l'accessibilité. J'ai fait un petit figure pour vous expliquer ça. Si on prend par exemple cette commune verte où la population est dans le carré, dans la zone rouge, et le médecin est juste de l'autre côté de la frontière, on considère que cette commune, elle n'est pas bien équipée parce qu'elle n'a pas de médecin. Alors que celle-ci, où la population serait située à l'opposé de la commune, on considère qu'elle est bien équipée, même si l'accessibilité est beaucoup moins bonne que depuis la première. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des taux à l'intercommunalité ou à la commune. Il faut aller regarder un peu plus dans le détail avec justement ce qu'on a fait avec les bases carroyées et travailler en termes de distance d'accès. Alors, on a calculé donc les isochrones ou les isolignes en temps et en kilomètres en utilisant alors c'est des réseaux routiers qui sont très précis. On utilise les vitesses, les sens uniques, mais on n'a pas les feux de la circulation. De toute façon, c'est variable. Donc, c'est des temps d'accès, mais c'est des temps d'accès avec des guillemets théoriques, même si à cette échelle-là, ça marche très bien. C'est des choses qui sont très précises. Donc, une fois qu'on a élaboré ces isochrones, on sélectionne les populations, les carreaux qui sont à l'intérieur, pour pouvoir compter la population qui est dans chacun de ces isochrones. Les résultats montrent qu'il n'y a aucun problème d'accessibilité théorique aux médecins en Vaucluse, puisque 88% de la population est à moins de 5 minutes et 98% est à moins de 10 minutes. Donc, il n'y a pas en voiture de problème d'accès aux médecins. À pied, ça baisse fatalement. On a une petite moitié de la population qui est à moins d'1 kilomètre d'un médecin, mais ce qui est quand même très important, c'est normal, puisqu'ils sont plutôt en milieu urbain. Et on en a 85% à moins de 3 kilomètres. Juste pour l'indicateur, sachant que c'est rare que les malades fassent 3 km à pied pour aller chez le médecin, mais c'était pour montrer. Donc, on est en gros à retenir la moitié de la population qui est à moins d'1 kilomètre d'un médecin. Alors, on a fait aussi des petites simulations. C'est plutôt pour illustrer les possibilités qu'offre la géographie de l'analyse spatiale plus précisément. C'est en disant, on va prendre l'existant et on va regarder si on pourrait faire mieux en relocalisant les médecins. C'est une des questions, donc parlera peut-être M. Chevillard, mais les questions, est-ce qu'il faut être plus dirigiste dans la localisation des médecins? Donc, il y a des méthodes d'optimisation, je ne vais pas les développer parce que c'est un petit peu long, mais on peut localiser une ressource, ici les médecins, par rapport à une demande, la population. Et dans deux logiques, on peut dire on veut chercher à minimiser la somme des distances qu'auront à parcourir tous les Vauclusiens pour aller chez le médecin, trouver les meilleures localisations pour que tout le monde soit le plus proche possible d'un médecin, ou bien c'est la logique d'efficacité. Dans la logique d'équité, c'est on va essayer de dire on va localiser les médecins de façon à couvrir le mieux l'espace en disant je veux que le maximum de gens soient à 15 minutes, mais qu'ils soient peu nombreux ou pas nombreux. Donc, c'est des deux logiques. Ici, je ne présenterai que l'efficacité, mais il y a d'autres choses qui ont été faites sur l'équité. Si on prend le Vaucluse, il suffit j'ai mis 28 médecins entre guillemets, il suffit de localiser 28 centres médicaux, disons, pour que toute la population soit à moins de 10 minutes. Donc, avec 28 localisations, on arrive à mettre tout le monde à moins de 10 minutes en voiture. Si on tient compte maintenant de la patientèle, parce qu'un médecin ne peut pas prendre 10 000 patients, il faut 561 médecins ici les points rouges, et en disant qu'ils ont une patientèle limitée à 1000 personnes pour que toute la population soit à moins de 10 minutes. Et si on double cette patientèle à 2000, par exemple, comme c'est le cas en Allemagne ou aux Pays-Bas, où il y a souvent des gens qui sont en appui des médecins du point de vue administratif, ce qui fait qu'ils ont des patientèles beaucoup plus importantes qu'en France, il en faut 280. Donc, je répète, 28 centres médicaux mettent tout le monde à moins de 10 minutes, 561 médecins pour que tout le monde, qui aurait chacun une patientèle de 1000 personnes, pour que tout le monde soit à moins de 10 minutes, et 280 médecins pour que
s'ils ont une patientèle de 2000 pour que tout le monde soit à moins de 10 minutes. Donc ça, ce n'est pas des simulations, on ne sait pas où sont les points, c'est des simulations pour donner l'ordre de grandeur de ces questions de couverture et de est-ce qu'on peut changer, c'est pour montrer qu'on peut, avec ces outils, faire de l'aide à la décision en termes de localisation. Alors maintenant qu'on a vu que l'accessibilité théorique, elle ne pose pas vraiment problème, on a allé regarder du côté de l'accessibilité réelle, c'est-à-dire est-ce que les gens prennent effectivement des nouveaux patients. Une enquête qui a eu lieu entre janvier et mars 2022, on a eu à peu près la moitié des médecins qui ont accepté de répondre, même si elle était très rapide, cette enquête, puisqu'on leur demandait juste l'âge, s'ils sont en retraite, etc. On a regardé donc l'échantillon, il n'y a pas de gros biais de représentativité, donc ni spatiaux, ni par rapport à plus de femmes qui auraient répondu, plus d'hommes, plus de telle classe d'âge. Donc on peut considérer que les résultats sont fiables avec ces 207 réponses. Qu'est-ce qu'il apparaît? Que 71% des médecins du Vaucluse ne prennent pas de nouveaux patients. C'est-à-dire que sur le total théorique de 444, il en reste effectivement 128. Un nouvel arrivant, il a 128 médecins à sa disposition en Vaucluse. Là, on les a localisés aléatoirement parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas où ils sont. On sait ceux qui ont répondu, mais tous n'ont pas répondu. Donc, si on localisait optimalement ces 128 médecins qui prennent des nouveaux patients, on aurait 94% de la population en moins de 10 minutes, mais avec les problèmes de capacité, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, les médecins, on leur a demandé pourquoi ils ne prennent pas de nouveaux patients. Sans surprise, parce qu'ils ont déjà une patientèle qui est trop importante, c'est 7 sur 10. Et puis, 2 sur 10, c'est parce qu'ils sont bientôt à la retraite. Les autres, c'est parce qu'ils travaillent à temps partiel ou qu'ils n'ont pas envie d'augmenter leur patientèle. Même si, de leur aveu même, elle n'est pas, c'est un choix, ils l'estiment pas trop importante. Ensuite, comme ça a été dit, des perspectives sombres, puisque 20% des médecins seulement ont moins de 50 ans. Donc avec un grand pic qui a plus de 55, qui a entre 51 et 60 ans. Et les départs en retraite, il y en a 25% qui seront, donc un quart qui seront en retraite dans 6 ans, et presque la moitié c'est 3 ans ici, là, c'est pas, et 44%, donc presque la moitié dans 6 ans. Donc ça veut dire que la situation n'est peut-être pas amenée à s'améliorer. Ensuite, on leur a posé la question de savoir s'ils avaient des remplaçants. Il y en a 7 seulement qui affirment, qui savent déjà aujourd'hui que le remplacement, il est probable ou assuré. Et pour l'immense majorité, 8 sur 10, ils ont cherché, mais ils n'ont pas encore trouvé. La suite, je laisserai la parole à M. Chevillard. Il y a la question du numerus clausus qui est terminée depuis 2021, donc il va peut-être changer les choses, mais il faut du temps pour former un médecin. Regarder ces questions d'affectation plus dirigée de la localisation des médecins. Et là, les méthodes que j'ai juste esquissées de localisation optimale, ça peut être une aide à la décision pour savoir où il faudrait les mettre pour maximiser soit l'équité, soit l'efficacité. Travailler à l'augmentation des patientèles, donc avec du support, avec des personnels administratifs. Et puis, une autre question qui n'a pas été abordée ici, c'est tout ce qui est télémédecine, qui permet notamment dans les zones les plus reculées, mais avec tous les travers que l'on connaît. Voilà pour cette courte présentation. Donc, ce travail je redis son nom, de Fatou Diouf, qui est étudiante qui termine son master 2 cette année-là. Et donc, c'est un travail qui date de l'année dernière. Et c'est le type de travaux qu'on peut faire que peuvent faire les étudiants. Alors, là, le public qui aujourd'hui est plutôt sur les questions médicales, mais il y a beaucoup de choses avec des enquêtes, du traitement, de l'analyse spatiale. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour tous ces éléments qui nous éclairent bien sur la situation qui est en Vaucluse, mais aussi sur la situation qui va venir à l'avenir, qui est plutôt finalement compliquée, avec plus de la moitié des médecins qui seront à la retraite d'ici 10 ans. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la seconde présentation de Monsieur Chevillard. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous sont venues durant cette présentation, à les mettre dans le chat. À la fin de cette présentation qu'on va avoir tout de suite, on prendra l'ensemble des questions et on aura un temps de questions-réponses dédié aux questions que vous avez. Je laisse donc la parole à Monsieur Chevillard. Bien. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Oui, vous m'entendez. Bon, merci Annelise pour le petit topo de contexte et merci Cyril pour le focus très intéressant sur le Vaucluse et notamment sur la partie accès réel, puisque là-dessus, en France, en tout cas France entière, on a assez peu de choses sur l'accès aux médecins traitants.
avec des choses aussi fines, on a plutôt des chiffres globaux. Mais c'est, je trouve, très intéressant et éclairant d'avoir les deux côtés, accès et accessibilité. Donc moi, je suis Guillaume Chevillard, je vais essayer de tenir le chrono de 15 minutes aussi. Je suis géographe et je suis chercheur à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, qui est un groupement d'intérêt public. Donc on est à Paris, on est financé principalement par l'assurance maladie, l'État et d'autres acteurs publics. On m'a demandé d'intervenir sur principalement les réponses qui ont été apportées aux déserts médicaux, que ce soit d'un point de vue national et local. Donc, je vais essayer de m'en tenir à ça en faisant un focus sur deux travaux qu'on a menés à l'échelle nationale, les maisons de santé puis le zonage infirmier, et puis vous illustrer aussi quelques exemples de réponses locales. Pour le contexte, je vais aller assez vite parce que Annelise l'a un peu abordé, Cyril aussi, donc juste retenu trois infos importantes. C'est pas nouveau l'inégale répartition des médecins généralistes sur le territoire. C'est un phénomène qui va croissant depuis une dizaine d'années, qui concernait au départ principalement les espaces ruraux, mais qui désormais touche les espaces périurbains, mais aussi les grandes villes, dans lesquelles il y a des difficultés d'accès aux soins, notamment pour trouver des médecins traitants. Et que ce phénomène va continuer encore, d'après les projections du ministère de la Santé, encore 5 ou 7 ans, avec une intensité qui varie selon les territoires. Donc cette désertification est plus forte dans les territoires ruraux peu attractifs. La désertification médicale, c'est un processus aux causes multiples. Je m'arrête dessus parce que c'est important de les comprendre pour voir les réponses qu'il faudra aussi apporter et ajuster en fonction de ces problématiques. Ça a été abordé, la raréfaction globale de l'offre de médecins généralistes, les inégalités territoriales d'offre de soins qui sont liées à la liberté d'installation des médecins, mais aussi à des différences d'attractivité entre les territoires. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, à des réponses politiques qui ont pu être tardives, voire inadaptées dans certains cas, pour lutter contre les déserts médicaux. Donc, on va dérouler un peu tout ça. Un point important de cadrage, on a des éléments sur qu'est-ce qui joue quand un médecin généraliste cherche à s'installer dans un territoire. Donc, on leur a posé la question dans une étude, c'est un panel de l'adresse de médecins généralistes libéraux, qu'est-ce qui joue au moment où ils s'installent? Et vous avez ici différents items pour lesquels ils répondaient. Et c'est ventilé par structure par âge. Donc, les jeunes médecins, c'est en bleu clair. Retenez 4 infos. La première info, c'est ce qui est le moins sollicité, c'est le creux que vous voyez. Donc, c'est les aides logistiques ou financières. Donc, c'est ce qui est le moins déterminant dans l'installation des médecins. Ce qui ressort le plus, et en particulier pour les jeunes, c'est la possibilité de créer ou d'intégrer un regroupement de professionnels de santé. Donc, par exemple, un cabinet de groupe, une maison de santé. C'est les facilités pour la famille en termes de travail du conjoint, des camps des enfants, etc. Et la proximité par rapport aux attaches familiales. Voilà les 3 principaux critères qui jouent quand un médecin s'installe dans un territoire. Hop. Alors, une diapo un peu dense, mais pour vous présenter le panorama de ce qui a été déployé, alors sans aller trop dans le détail, depuis le début des années 2000 pour lutter contre les déserts médicaux, mais plus généralement pour améliorer l'accessibilité aux soins dans les territoires. Voilà ce qui a été fait en France, avec 3 acteurs à la manœuvre, l'État, l'assurance maladie et les collectivités locales. Donc, 3 familles de mesures. La première consiste à augmenter les effectifs globaux de médecins via la formation, en augmentant et supprimant le numerus clausus, ou en ayant recours à des médecins déjà diplômés à l'étranger. Deuxième levier consiste à attirer et maintenir des médecins généralistes dans les zones sous-dotées, dans les déserts médicaux, donc via 2 leviers principalement, des incitations financières et l'amélioration des conditions d'exercice, notamment via les maisons de santé, j'y reviendrai avec un exemple. Et troisième type de levier qui consiste à acter de cette désertification et de faire avec, et donc d'augmenter le temps médical et de réorganiser les services en s'appuyant sur des nouvelles formes d'exercice et d'autres professionnels de santé. Donc, c'est par exemple les binômes médecins-infirmières azalées, les infirmières de pratique avancée, les assistants médicaux, l'exercice coordonné en maison de santé ou la réorganisation
au niveau territorial de l'offre de soins, notamment au travers des CPTS. Donc moi, je reviendrai sur les maisons de santé. Et vous avez un débat toujours en cours sur cette question des déserts médicaux avec d'autres solutions qui sont débattues. La première, c'est celle de réguler l'installation dans les zones mieux dotées en médecins, à l'instar de ce qui existe pour les infirmiers, les kinés, les sages-femmes. Donc, je vous présenterai une étude qu'on a faite pour évaluer l'impact du zonage infirmier. Il y a l'idée de la 4e année d'internat pour prioritairement dans les zones sous-dotées. C'est prévu dans le PLFSS de 2022. Le projet de loi de financement de la Sécu. Et enfin, vous avez le fait d'avoir un accès direct à certains paramédicaux. C'est le projet de loi RIST. Donc ça, c'est la même idée, mais par acteur, puisque je sais que vous êtes plutôt côté collectivité locale. Donc, pour vous montrer que les collectivités locales ne peuvent pas agir sur tous les leviers dont je viens de vous parler. Elles ne peuvent pas agir, par exemple, sur la formation du nombre de médecins. Donc, les collectivités locales, elles peuvent jouer sur le fait de recruter, par exemple, des médecins diplômés à l'étranger. Elles peuvent jouer pour attirer, pour attirer les médecins dans un territoire avec des aides à l'installation, des bourses d'études, via la création de maisons ou de centres de santé. Et puis, elles peuvent être aussi associées au CPTS, notamment. Il y a également les téléconsultations. Voilà. Ce n'est pas pour être exhaustif, mais je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour montrer ce que peuvent faire les intercos. On y reviendra ensuite. Et puis, surtout, l'imbrication de ces différentes mesures et acteurs qui fait aussi partie du problème, mais aussi de la solution. Les maisons de santé, rapidement, puisqu'il me reste 10 minutes, vous présenter un travail qu'on a fait, que vous pourrez trouver, qui est vulgarisé sous forme de 4 pages sur le site de l'IRDES, et sinon vous pouvez retrouver la publiée en anglais. Ici, je vous ferai passer le diapo. Donc, les maisons de santé, vous avez un exemple ici à Vic-Fezensac dans le Gers. Ce sont des structures qui regroupent des médecins et des paramédicaux autour d'un projet de santé qui atteste de leur exercice coordonné. Elles ont connu une très forte croissance. Vous en aviez à peu près une vingtaine en 2008 de maisons de santé. Désormais, vous en avez plus de 2000 et je vous ai représenté sur cette carte le nombre de maisons de santé en 2022 par EPCI. Donc, vous voyez que le maillage concerne à peu près tous les territoires avec une variabilité en termes de densité, mais c'est vraiment un maillage qui s'est densifié au cours du temps et qui concerne désormais tous les départements au moins et quasiment toutes les intercos. Dans les études qu'on a faites, on a regardé où est-ce qu'elles étaient implantées et qu'est-ce que ça produisait comme évolution sur l'évolution de l'offre médicale. Donc, elles sont principalement implantées dans des zones sous-dotées, que ce soit des espaces périurbains ou ce qu'on appelle des marges rurales, et elles ont un impact positif sur l'évolution de l'offre médicale et en particulier chez les jeunes médecins, donc ce qui atteste un peu des questions qu'on avait posées, comme quoi c'est un mode d'exercice attractif. Je fais un focus juste sur qu'est-ce que ça produit dans les espaces périurbains, les maisons de santé, puis dans les marges rurales. Retenez que ça a un effet positif sur l'évolution de l'offre globale de médecins généralistes et encore plus fort sur l'évolution de jeunes généralistes, qui est donc un proxy des installations de médecins. Pour faire ça, on a fait des modèles, je ne rentre pas dans le détail, mais on compare en fait les espaces périurbains qui ont des maisons de santé à des espaces périurbains similaires qui n'ont pas de maison de santé et on regarde comment évolue la densité médicale à travers le temps, avant et après le déploiement des maisons de santé, et on modélise l'impact de ça. Donc, sur un graphique, ça donne à peu près ça. Vous avez la densité qui évolue, qu'on a regardé entre 2004 et 2017. En rouge, ce sont les territoires avec maisons de santé. En bleu, ce sont nos témoins qui n'en ont pas. Et donc, vous voyez que dans les espaces périurbains, avant le déploiement des maisons de santé, on a une évolution similaire entre nos deux types d'espaces et que par la suite, ça s'améliore dans les espaces périurbains avec des maisons de santé. Même chose, mais plus forte chez les jeunes médecins généralistes. Je ne vous présente pas la diapo. On a fait la même chose dans les marges rurales. Retenez que, et c'est intéressant, ce n'est pas le même impact. On a ici plutôt ce qu'on appelle un effet d'amortisseur de la raréfaction des maisons de santé, donc elles ne suffisent pas. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de
raréfaction globale de l'offre de médecins généralistes. En revanche, ce qu'on observe, et c'est encourageant pour la suite, c'est qu'elles ont un effet positif sur l'évolution de la densité de jeunes médecins généralistes. Donc, on voit que même dans ces territoires peu attractifs, il y a des installations grâce à ces structures. Je passe au zonage infirmier. Donc, pareil, c'est un travail qu'on a réalisé avec Fanny Duchesne et puis Julien Mousquet, qui est publié dans la RERU et sous forme de 4 pages aussi que vous pouvez trouver sur le site de l'IRNES. Donc, le principe du zonage infirmier, c'est celui-ci. Les installations sont limitées dans les zones dites surdotées, donc qui apparaissent ici en bleu, voilà, principalement littoral méditerranéen et puis certaines villes. Et vous avez des incitations à l'installation dans les zones dites très sous-dotées, des aides financières. Donc, il y a des inégalités territoriales d'infirmières libérales, mais il y a en revanche, et c'est important, une croissance des effectifs d'infirmières libérales depuis 2006. Donc là, on a fait la même chose, on a cherché à voir l'impact du zonage, mais on a cherché donc à voir 2 choses. Qu'est-ce qui se passe dans les zones surdotées où il y a une régulation de l'installation et on compare à des zones intermédiaires similaires qu'on est allé chercher par appariement, donc on est allé chercher des jumeaux territoriaux. Et d'autre part, on regarde l'effet des incitations financières dans les zones très sous-dotées. Même chose en allant chercher des jumeaux territoriaux à ces zones très sous-dotées pour saisir l'impact de ces 2 dispositifs. Qu'est-ce que ça donne? Donc ça, ce sont nos territoires. Ça nous donne un impact très fort du zonage sur les zones surdotées. C'est le but du zonage, on limite les installations. Donc, ne peuvent s'installer les infirmières dans les zones surdotées que s'il y a un départ à la retraite ou autre du territoire. Dans ce cas, il peut y avoir une installation. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur le graphique? C'est la densité totale d'infirmières. Vous voyez qui se met en place en 2012. On voit qu'il y a une croissance dans la densité dans les zones surdotées et qu'ensuite, ça diminue. Dans le même temps, vous avez dans les zones intermédiaires et dans les zones très sous-dotées une croissance qui est similaire en termes de intermédiaires et les zones très sous-dotées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a déjà un impact de ce zonage. En revanche, l'impact des incitations financières est modéré puisqu'on a une évolution qui est à peu près similaire entre les zones intermédiaires et les zones très sous-dotées. On a fait la même chose pour les jeunes infirmières. Donc, en revanche, les effets sont plus nets. Donc, on voit qu'on a même une convergence des comportements d'installation à terme, en fin de période, des jeunes infirmières dans les 3 types de territoires, surdotés, intermédiaires et très sous-dotés. Et ce qui est, si je devais résumer un petit peu ce qu'on a montré entre 2006 et 2016, c'est que ce zonage permet bien, dans un contexte de hausse des effectifs d'infirmières, de réduire les inégalités territoriales, principalement parce que ça fonctionne bien pour les zones très surdotées. En revanche, l'impact n'est pas forcément fort dans les zones sous-dotées. Donc, ça résout le problème des zones les mieux dotées, ça ne résout pas forcément le problème des zones les moins attractives, mais somme toute, vous avez une réduction des inégalités territoriales quand même. Il faut le noter. Il me reste 3 minutes pour finir, pour vous présenter quelques exemples de réponses locales aux déserts médicaux. Donc là, c'est un exemple dans le Lot où ils forment dès le lycée, dans un lycée rural, ils font un parcours pour préparer aux études de médecine pour faciliter la réussite des futurs étudiants qui viennent de ce territoire. Donc, c'est un exemple. Rapidement, je voudrais m'arrêter sur un exemple avant de conclure. Il y a une multitude d'initiatives locales dont une revue a été faite récemment par Vincent Géda et ses collègues, mais il n'y a pas d'évaluation réelle de cela. Les intercos, elles peuvent agir, je l'ai dit, sur plusieurs choses, les aides à l'installation, le recrutement de médecins, les maisons de santé, les aides au logement des internes, etc. Et parfois, elles se trouvent en concurrence entre elles aussi. On a des initiatives de département, par exemple la Saône-et-Loire qui privilégie beaucoup le salariat des médecins, l'Aveyron qui a une politique d'accueil très poussée des internes, je vais y revenir, le Lot-et-Garonne qui a fait une charte de non-concurrence entre ces communes pour éviter qu'il y ait une surenchère pour attirer des médecins, puis on a des exemples de maisons des internes. Je reviens vite sur l'Aveyron parce que ça me semble intéressant dans le sens où c'est
vers ça qu'il faut aller. En tout cas, c'est aussi ce que nous enseigne la littérature étrangère. Alors en France, on n'a pas encore d'évaluation de ça, mais l'idée, c'est qu'il faut grouper les interventions. Et justement, dans l'Aveyron, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez le conseil départemental qui déploie un dispositif depuis 2015 qui s'appelle Médecins Aveyron, à destination des internes, des remplaçants et des jeunes installés. Donc, il y a un site internet dédié qui sert un peu de guichet central. En plus de ça, vous avez des aides au logement et au transport pour les internes. Vous avez des week-ends découvertes du territoire, soit nature, gastronomie, etc. Vous avez des interventions d'autres acteurs, notamment les médecins et la faculté, puisqu'ils ont augmenté leur maillage en termes de maîtres de stage universitaires. Donc, ça permet d'avoir plus de stagiaires sur le terrain et donc de faire connaître aussi plus de territoires. Vous avez les communes et interco, j'y reviens pas, qui interviennent également. Et vous avez aussi des mesures nationales qui profitent localement, comme les zones de revitalisation rurale ou les zones sous-dotées en médecins. Alors, on n'a pas d'évaluation globale de ces interventions, mais globalement, on voit qu'il y a une addition d'interventions qui peuvent être intéressantes. Pour conclure, sur demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Retenez qu'il n'y a pas de réponse unique ou miraculeuse aux déserts médicaux. Il y a un travail important à faire pour continuer d'évaluer ce qui a été déployé, puisqu'on est quand même assez à la traîne. Tout ce qui est mesures incitatives, on n'a que des bilans, on n'a pas de réelle évaluation, comme je vous les ai présentés. Donc, ça vaut pour les mesures nationales, mais aussi locales, ce constat. Il faut continuer de déployer des réponses dans différentes temporalités, que ce soit de court, moyen et long terme. Donc, à court terme, on n'a pas trop le choix, on va manquer de médecins encore 5-7 ans. Donc, réorganiser les services en s'appuyant sur les autres professionnels de santé ou d'auto-organisation des soins. À moyen terme, maximiser l'exposition des étudiants dans les territoires sous-dotés, quels qu'ils soient, urbains ou ruraux. Et à long terme, pourquoi pas, puisque ça marche plutôt bien dans d'autres pays, recruter des étudiants avec des profils géographiques variés, donc davantage d'étudiants qui viennent du rural ou d'espaces urbains défavorisés, puisqu'on sait que, dans d'autres pays en tout cas, que les étudiants qui viennent de ces territoires, ils ont plus de chances de s'y installer et d'y rester. Et enfin, pour finir, il faut évidemment grouper ces interventions et les adapter au contexte local. Il n'y a pas de réponse unique et uniforme à ce problème. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui nous permet aussi d'aborder des actions qu'on peut mettre en place sur notre territoire. Juste avant de vous passer la parole, on avait déjà une question qui était dans le chat pour vous, Monsieur Chevillard, de savoir vraiment la définition que vous mettiez derrière la notion de marge rurale qui a été évoquée dans votre présentation. Oui, biais de présentation du coup et de timing, j'ai dû aller vite. Marge rurale, j'ai pas eu le temps. On a fait pour regarder en fait l'impact des maisons de santé. Au préalable, à l'époque, on a réalisé avec mon collègue Julien une typologie socio-sanitaire des territoires de vie en France. Et on cherchait à qualifier en fait les territoires autour de 3 dimensions. L'offre de soins évidemment, les caractéristiques des populations et puis la structure des territoires en termes de services, voilà, de distance, d'emploi, etc. Et donc, de ce travail, on a retenu une partition en 6 catégories de territoires. Et les marges rurales, en fait, se caractérisent par des territoires plutôt des campagnes du centre de la France, de l'intérieur des terres, qui sont vieillissantes, plus éloignées des services, avec une accessibilité aux médecins, aux infirmiers, aux kinés plus faible, et dans lesquelles aussi la désertification médicale est plus forte. Donc, ce travail, je ne l'ai pas mentionné, mais il est disponible aussi dans la revue Cybergéo. Et puis on le met à jour puisqu'il date un peu maintenant et que les déserts médicaux, ça va très vite. Donc voilà, il a 5 ans ce travail. Voilà pour les marges rurales. On a une deuxième question qui est sur qu'est-ce que finalement vous entendez par concurrence en zone rurale quand une maison de santé vient à s'installer? Oui, alors bonne question. Alors il y a plusieurs regards à avoir. D'abord, dans ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment un regard national et on montre ce que ça produit en moyenne dans certains types de territoires. Donc, vous l'avez compris, en moyenne, ça fonctionne plutôt bien
en termes d'attractivité pour les jeunes médecins. Et après, on a certaines études de cas, des petits focus qui ont été faits sur des territoires qui montrent qu'en fait, il peut y avoir aussi des effets de concurrence, c'est-à-dire que dans des intercos voisines ou au sein d'une interco, des communes, chacune va vouloir sa maison de santé. Donc, il peut y avoir des projets concurrents au sein du territoire ou même dans des territoires voisins. Et puis après, on a, au-delà des maisons de santé, il y a aussi des situations où, par exemple, vous avez des maisons de santé qui sont installées dans un territoire donné, qui fonctionnent bien. Le territoire va être déclassé des zones prioritaires d'offres de soins. Et en fait, vous pouvez avoir, et c'est arrivé, même si ça reste marginal, que des médecins quittent ce territoire pour aller s'installer dans un territoire voisin dans lequel vous avez des exonérations fiscales permises par exemple par les zones de revitalisation rurale. Et donc là, on se retrouve avec une concurrence, pas par une autre maison de santé, mais par un autre dispositif incitatif. Donc ça peut exister localement, ça reste à ma connaissance marginale, même s'il n'y a pas vraiment d'études globales là-dessus, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, voilà, donc, il peut y avoir des dispositifs qui se concurrencent, maison versus maison dans une zone avec des aides versus une maison sans aide, etc., etc. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole en direct en activant votre micro. J'en profite pendant ce moment de réflexion si jamais des questions vous viennent. Simplement, pour vous rappeler donc que ces présentations seront disponibles, elles seront mises à votre disposition à la suite de ce réveil. Vous aurez également le replay qui sera d'ici une semaine disponible sur le site YouTube de l'agence. Et puis également une publication qui est à venir que vous pourrez retrouver sur notre site internet qui viendra synthétiser un petit peu les éléments, donc plutôt d'état des lieux qui vous ont été présentés aujourd'hui. Est-ce que donc d'autres questions vous sont venues en tête? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Si vous n'avez plus de questions, dans ce cas, je vous remercie. Je remercie aussi beaucoup les intervenants, donc Monsieur Jean Grandpierre et Monsieur Chevillard, pour ces deux présentations d'une grande qualité. Et puis, donc, on vous mettra à disposition ces présentations sur notre site. Merci beaucoup et puis donc à bientôt pour le prochain réveil de l'ORAV.